en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 14 novembre 2020. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité dont voici le sommaire. 2 personnes non identifiées ont été sauvagement assassinées la nuit de mercredi à jeudi en commune et province Kirundo. Le 14 novembre, le monde célèbre chaque année la journée mondiale du diabète. Aujourd'hui, cette journée plutôt, arrive au moment où les Burundais diabétiques réfugiés dans les différents pays de la sous-région font face au manque de médicaments et de régimes alimentaires. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les constructions anarchiques au bord du lac Tanganyika. Voilà pour le sommaire. On a dit de Chimagiza la présentation de ce magazine. L'équipe technique est composée par Lissi Kabera et ingénieur Ejide Mwemer. Débutons ce magazine sur la page sécurité. Une personne a été tuée ce vendredi à coups de machette dans le secteur Kaburama de la commune de Buganda en province de Chibitoke. Il s'agit d'un neveu qui a tué son oncle. L'auteur du crime a profité du moment où ils étaient tous seuls dans les champs et après ce forfait, le bourreau s'est rendu à la police. Selon des sources sur place, il accusait son oncle d'avoir décimé toute sa famille par la sorcellerie. Des accusations qui semblent être soutenues par le voisinage. Toujours en page sécurité, 2 personnes non identifiées ont été sauvagement assassinées la nuit de mercredi à jeudi en commune et province Kirundo. Les habitants de cette commune affirment que les victimes auraient été emmenées d'ailleurs, car dans leur localité, personne n'est porté disparu. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Ces 2 personnes ont été assassinées en commune Kirundo vers 2h la nuit de mercredi à jeudi de cette semaine. Les corps des victimes ont été enterrés dans une latrine. Une source a affirmé que les 2 victimes auraient été emmenées d'un autre endroit pour être achevées en commune Kirundo. Selon la même source, le chef de quartier Nyange Bushaza et le chef des Imbonerakure en commune Nega seraient impliqués dans l'assassinat des 2 personnes. Les Imbonerakure en ronde nocturne signalent avoir vu ces 2 responsables et les victimes la nuit du drame. 2 personnes ont été emmenées en provenance d'Anega par le chef provincial des Imbonerakure. Le chef des Imbonerakure Anega et Elias Nkurunziza, chef de quartier Nyange Bushaza. Les victimes étaient des hommes. Il y avait beaucoup d'Imbonerakure et personne ne pouvait franchir cet endroit. Les corps des victimes ont été jetés dans une latrine du bistrot chez Munyagwanda. Selon notre source à Kirundo, les Imbonerakure en ronde, la nuit de l'assassinat, ont reçu l'ordre de vider les lieux pour faciliter le passage du véhicule transportant les victimes. Non encore identifiés, il était prévu ce samedi de dégager de la latrine les corps des victimes pour les enterrer dans un autre endroit. Nous venons d'apprendre que les corps des victimes se trouvant dans la latrine vont être exhumés aujourd'hui samedi. L'information circule ici à Kirundo que les cadavres des 2 personnes vont être dignement enterrés dans un autre endroit. Le chef de quartier Elias Nkurunziza, cité dans cet assassinat, a été également pointé du doigt dans les dossiers d'assassinat d'Oscar Nahimana et Serge Barutwanayo, ancien administrateur de la commune Kirundo. Contacté à ce propos, Elias Nkurunziza a refusé de s'exprimer sur les ondes de la RPA. La rédaction a également tenté de joindre Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Eh bien, merci Innocent Valentin Singirangabo. Peur panique au sein des habitants des zones de Nyagisozi et Muchegwa en commune et Busoni de la province de Kirundo suite aux entraînements paramilitaires des Imbonerakure de cette localité. Pour cette population, ces entraînements paramilitaires qui se font en pleine journée font penser à une implication des autorités sécuritaires et administratives.
Emmanuel Nyongeko. Ces entraînements paramilitaires des Imbonerakure de la commune Busoni se déroulent sur la colline Kumana, zone Nyagisozi, et sur le terrain de Sabikere, colline Kiravumba de la zone Muchegwa. Les habitants de ces localités sont pris de panique car il semble que ces Imbonerakure préparent la guerre, comme l'indique un de ses habitants. Ces entraînements paramilitaires ont commencé il y a au moins une semaine. Nous les habitants sommes préoccupés car on dirait qu'ils se préparent à la guerre. Nous demandons aux autorités habilitées d'arrêter ce phénomène afin que nous soyons tranquilles. Nous ne comprenons pas pourquoi ils font ces entraînements comme si le pays est en guerre. Pour les habitants des zones Nyagisozi et Muchegwa, les autorités administratives et sécuritaires seraient impliquées dans ces entraînements paramilitaires des Imbonerakure parce qu'ils se déroulent au vu et au sud de la population. Ces entraînements se déroulent en pleine journée et non la nuit. On dirait qu'ils sont officiels. Ils sont dirigés par des démobilisés anciens combattants du mouvement CNDD-FDD. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Dismas Nsavimana, administrateur de la commune Busoni, pour qu'il s'exprime à propos de ces entraînements paramilitaires des civils de sa commune. Reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons gouvernance à présent, la thésaurisation constitue une pratique considérée comme une manière d'échapper au contrôle financier. Réaction de Gabriel Ruffieri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et malversation économique, ORICOM. Et Gabriel Ruffieri explique que cette pratique est punie par la loi nationale et internationale. Suivez. Pour ORICOM, si ces faits sont vérifiés et corrects, ça serait grave aux yeux de la loi parce que plusieurs lois nationales et plusieurs conventions internationales interdisent ce genre de choses. Il y a plusieurs infractions qui sont considérées d'abord en s'appuyant sur la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Burundi le 18 janvier 2005, les infractions de lutte contre l'enrichissement illicite, les infractions de lutte contre le branchement d'argent et bien d'autres infractions similaires sont sanctionnées, que ce soit au niveau international ou au niveau local. C'est pour cette raison par ailleurs que le Burundi, en date du 18 avril 2006, a mis en place une loi portant prévention de la corruption et des infractions connexes, ainsi que la loi portant lutte contre le branchement d'argent qui a été promulguée le 4 avril 2008. Dans toutes ces lois, il est clair que l'objectif était de lutter contre toute forme de branchement, d'enrichissement illicite, voire lutter contre le financement du terrorisme. Même la loi bancaire burundaise interdit formellement la thésaurisation, c'est-à-dire mettre chez soi une somme importante. La personne avec qui on trouve un montant important est sanctionnée. Toute personne qu'il soit, surtout les personnes citées à l'article 2.12 sont sévèrement sanctionnés. Si le détenteur de ces moyens, donc que ce soit les devises ou les lingots d'or, ne prend pas le courage d'aller dans les institutions publiques, financières ou privées, officielles, pour déposer cela dans ces institutions, il est clair que ce caractère de branchement est punissable par la loi. Par ailleurs, le président de l'ORICOM précise également que ces personnes veulent éviter la traçabilité des bitins de leur enrichissement illicite. Suivez encore une fois Gabriel Ruffieri.
en s'appuyant d'abord sur la loi contre le branchement d'argent sale. Il y a des lois en matière de lutte contre les crimes organisés, le trafic de drogue, le trafic des mineurs dissants, le trafic des stupéfiants. Cette loi lutte contre le branchement, en son article 2, montre clairement ce que c'est le branchement de capitaux, branchement d'argent, ce que ça signifie. C'est le fait d'occulter par tous les moyens les gains du trafic de stupéfiants, des activités, des organisations à caractère mafieux, du terrorisme, de la contrebande, de la corruption, d'atteinte à l'administration, de l'ordre financier, des fraudes financières et infractions similaires, ainsi que l'acceptation de tout bénéfice ayant comme source ou comme caractère une activité de blanchiment d'argent. Quand on regarde l'article 3 de cette même loi de lutte contre le blanchiment, il est clair qu'un montant équivalent à 20 millions de francs burundais ne peut pas être déposé ou retiré dans un établissement financier sans qu'il y ait des preuves de sources fiables de ce montant ou l'utilisation fiable de ce montant. Donc, Gabriel Fieri s'exprime après que l'ancien gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Gaspard Sindaigaya, aurait été victime d'un hold-up perpétré ce mardi par un groupe d'hommes armés qui aurait vandalisé son domicile et emporté plusieurs dizaines de kilos de lingots d'or et de billets verts. Au chapitre santé, une maladie inconnue est survenue sur la colline de Bugarama, commune et province Luyigi. Les symptômes de cette maladie sont une diarrhée et de maux de ventre. 2 personnes sont déjà mortes de suite de cette maladie. Balthazar Mibour. Cette maladie, jusqu'ici inconnue, s'est déclarée sur la colline Bugarama de la commune et province Luyigi depuis la matinée de ce samedi. Les victimes de cette maladie ont des maux de ventre et de la diarrhée. 8 familles sont déjà victimes de la maladie, comme l'indique ce témoin. 8 familles ont été attrapées par une maladie non encore identifiée et des gens font de la diarrhée. Un d'entre eux fait des vomissements tandis que d'autres font de la diarrhée et ont des maux de ventre. Ce témoin ajoute qu'il ne s'agit pas du poison car ces victimes ne se sont jamais rencontrées ni partagé un repas. Cette maladie n'a rien à voir avec du poison. Des habitants sur place font savoir que ces malades n'étaient pas dans un même endroit. Il y en a ceux qui étaient dans une prière ou croisade et qui ont attrapé cette maladie. Même un parmi eux qui est mort était également dans une prière. Des informations recueillies auprès de l'hôpital Luyigi font état de 2 personnes déjà décédées suite de cette maladie, l'une en cours de route vers l'hôpital et l'autre à l'hôpital. De plus, 8 personnes sont suivies à cet hôpital. Pour le moment, les autorités sanitaires se sont rendues sur la colline Bugarama et ont amené à l'hôpital toutes ces personnes présentant les signes de cette maladie. Contacté à ce propos, le directeur de l'hôpital Luyigi, Isidore Nihari-Rizwa, n'a pas voulu s'exprimer. Eh bien, merci Balthazar Mibour. Le 14 novembre, chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du diabète. Cette journée a débuté en 1991 à l'initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Pour cette année, le thème choisi est le personnel infirmier et le diabète. C'est une campagne qui vise à sensibiliser au rôle crucial que le personnel infirmier joue en soutenant les personnes atteintes du diabète. Les Burundais diabétiques réfugiés dans la capitale Kigali au Rwanda indiquent que cette journée mondiale du diabète arrive au moment où ils font face à beaucoup de difficultés. Parmi ces dernières se trouve le manque d'alimentation et de médicaments. Vicky Christiane. Ces réfugiés burundais diabétiques indiquent qu'ils ne célèbrent pas cette journée mondiale du diabète comme il faut. Jérôme Kazabouke, l'un des réfugiés diabétiques qui participe dans la campagne La Voix du Cercle Bleu, lancée par la Fédération internationale du diabète, fait savoir que le réfugié diabétique fait face à de nombreux problèmes, surtout à cette période de la pandémie de Covid-19.
La vie d'un réfugié diabétique n'est pas bonne en général, mais nous essayons de nous adapter à la situation actuelle. Mais comme nous avons toujours stressé, c'est un problème pour les réfugiés. La vie qu'on mène en exil, on est stressé par la vie difficile, et ce qui augmente le stress, donc les insulines se produisent en désordre. Donc, nous avons ce problème. Quand nous sommes stressés, la glycémie change. L'alimentation d'une personne porteuse du diabète n'est pas comme d'autres alimentations. Il doit avoir des légumes, des fruits. Alors, la vie des diabétiques a été mise en danger par le Covid-19. Jérôme Kazabokeye sensibilise les gens d'aller se faire dépister, surtout les réfugiés. Il demande au HCR et aux autres bienfaiteurs d'aider pour que les réfugiés diabétiques aient une bonne santé. Je demanderais d'abord aux réfugiés en général de se faire diagnostiquer pour savoir s'il est porteur ou pas de cette maladie chronique. Je demanderais aussi à nos représentants des réfugiés de plaider pour que nous ayons accès facile à la santé, que nous ayons aussi de l'assistance humanitaire afin de diminuer le stress. Nous demandons à HCR de collaborer aussi avec la Fédération du diabète afin de sensibiliser à la population réfugiés comment lutter contre le diabète. Environ 70 réfugiés burundais vivant dans la capitale de Kigali sont des diabétiques. Les diabétiques du camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie reçoivent quant à eux un supplément alimentaire et de médicaments. Ils bénéficient de cette aide supplémentaire parce qu'ils constituent une catégorie de réfugiés vivant avec des maladies chroniques. Nadège Ilakoze. Au camp de réfugiés d'Nduta en Tanzanie, ils sont plus de 200 réfugiés burundais souffrant du diabète. En plus de l'alimentation offerte habituellement par le PAM à chaque réfugié, les diabétiques bénéficient aussi d'une autre alimentation spéciale. Ils bénéficient d'une autre ration en plus de la ration normalement donnée aux réfugiés. Ils vont eux-mêmes s'en procurer auprès des stocks du PAM. Également, ils se rendent à l'hôpital de MSF pour bénéficier de la nourriture déjà préparée chaque jour, le matin et le soir. Les diabétiques sont également nourris chaque jour à l'hôpital de MSF. Certes, ils rentrent chez eux, mais ils viennent à MSF pour recevoir de la bouillie comme on le fait chaque matin pour les malades hospitalisés. Ils rentrent encore une fois chez eux et reviennent à midi où ils prennent le déjeuner et rentrent pour revenir encore une fois manger le soir. Ils reçoivent ces repas chaque jour. Une source au sein de MSF indique que des diabétiques dont la maladie s'avère être à l'état avancé reçoivent aussi régulièrement des injections et d'autres médicaments le matin et le soir. Nadège Ilakoze, toujours au chapitre santé, les habitants de la province Muyinga s'inquiètent de la façon dont se fait l'activité de dépistage du coronavirus pour les gens qui entrent au Burundi en passant par la frontière Kobero. Parmi ceux qui entrent dans le pays, il y a ceux qui donnent 2 pots de vin pour passer sans être dépistés. Paradoxalement, le ministère de l'Intérieur a récemment annoncé que toutes les mesures barrières contre le Covid-19 sont respectées dans tout le pays. Walter Kwizera. À Kobero, sur la frontière burundo-tanzanienne, il y a beaucoup de véhicules qui y sont garés et beaucoup de personnes en provenance de l'étranger. Alors que le gouvernement burundais a ordonné que chaque personne entrant au pays doit se faire dépister avant d'entrer, cela n'est pas le cas de certaines personnes qui donnent des pots de vin au personnel soignant sur cette frontière. Cet habitant témoigne. Ici à Kobero, il y a beaucoup de véhicules qui forment une longue chaîne. Il y a 3 bus qui sont arrivés dans quelques
quelques instants. Nous pensons que ces bus transportent les filles en provenance des pays arabes. Mais ce que nous voyons ici pendant le dépistage, c'est le favoritisme car il y a ceux qui sont dépistés et d'autres qui continuent sans être dépistés. Si nous essayons de bien observer, c'est un arrangement qu'on prépare à l'avance entre les passagers en provenance de l'étranger et ceux qui font le dépistage. Ces passagers donnent des pots de vin pour qu'on les laisse continuer sans se faire dépister. Dans une conférence qu'il a tenue ce jeudi avec les autorités à la base de la province Gitega, le ministre de l'Intérieur, général Gervais Ndirakobucha, les a remerciés en disant que toutes les mesures de lutte contre le Covid-19 initiées par le gouvernement ont été respectées dans tout le pays, a indiqué le porte-parole de son ministère, Pierre Mourikié. Le ministre les a remerciés de leur rôle dans la lutte contre cette pandémie, notamment dans la sensibilisation de la population et dans le suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures contre cette pandémie, ce qui a permis au gouvernement du Burundi d'alléger un peu les mesures qui avaient été prises contre cette pandémie et d'autres mesures vont être prises. À côté de ceux qui entrent au Burundi sans se faire dépister, il y a ceux qui sont dépistés et qui continuent sans connaître leurs résultats. Ces derniers sont revenus parfois positifs, ce qui peut faciliter la propagation de la Covid-19. Eh bien, merci à toi aussi, Walter Kwizera. Courte pause, nous poursuivons avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous nous focalisons sur les constructions anarchiques au bord du lac Tanganyika. Le mini-magazine vous est présenté par Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Arete Kakawe, Radio RPA, Ijuya Nagyogu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les mesures draconiennes prises par le gouvernement burundais en septembre dernier n'ont pas empêché certains habitants de Bujumbura de continuer de construire des maisons aux alentours du lac Tanganyika en violation de la distance de 150 mètres prévue par la loi. Qu'est-ce qui manque pour faire respecter la loi autour de ces propriétés dans lesquelles la permission de construire est souvent octroyée par le même gouvernement? C'est l'une des questions que le mini-magazine au cœur de la société de ce 14 novembre 2020 va tenter de répondre. Emile Nivasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Les activités de destruction des clôtures dans le domaine public hydraulique sur le littoral du lac Tanganyika n'ont pas été faites par les propriétaires des parcelles alors qu'elles devraient avoir été achevées le 21 octobre dernier selon le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Certaines constructions sont d'ailleurs en cours sur ce littoral comme nous le rapporte Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance. Le premier constat quand on approche le lac Tanganyika du côté de la zone Kinindo, au quartier appelé communément Kibenga rural au sud de la capitale, ce sont des maisons en construction tout au long de la bordure du lac. Plusieurs villas sont en érection, certaines même à moins de 20 mètres du lac. Les maçons et aides-maçons rencontrés sur place ignorent même qu'il y a une mesure du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, suspendant toutes les activités dans le domaine public hydraulique du littoral du lac Tanganyika. Ils nous ont indiqué qu'ils ne reçoivent que les ordres de leurs employeurs. Par contre, on peut voir que sur ces chantiers, les travaux de construction semblent être suspendus parce que déjà inondés par les eaux du lac. Il y a même certains murs de soutènement qui commencent à s'effondrer. Il est pratiquement impossible, par exemple, de reconnaître qu'il y avait une route qui menait au bar la Costa Beach. Il n'y a que de l'eau stagnante. Mais tout autour, au niveau des boutiques et mini-bars, installés d'une façon anarchique et tout près du lac. De l'autre côté, au quartier Kabondo, les chantiers en cours sur le littoral du lac Tanganyika sont nombreux. À une distance de moins de 100 mètres des rives du lac, des bars-restaurants, des églises vaquent leurs activités quotidiennes. À Safi Beach, commune Mukaza, à proximité du port de Bujumbura et de la gare routière, des équipements de jets d'enfants, des kiosques de produits Braroudi sont là et tout près du lac Tanganyika. À Ngagara, à l'endroit appelé Kumase, des maisonnettes, des restaurants Fortune sont toujours à moins de 100 mètres du lac. La situation est ainsi
alors que le code de l'eau est un peu plus clair. L'article 5, alinéa 3, stipule que font partie du domaine public hydraulique les bords du lac Tanganyika sur une largeur de 150 mètres. Selon les articles 10 et 110 du même code, ce domaine public hydraulique est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. C'est cette loi sur laquelle le ministère de l'Environnement revient dans son communiqué du 21 septembre dernier, un communiqué qui interdit toute activité de construction en violation de la loi ou sans autorisation tout près du lac Tanganyika. Une délégation de ce ministère a même mis des signes sur des propriétés qui n'avaient pas respecté la loi au niveau de la ville de Bujumbura. Dans la ville de Rumonge, ces signes en forme de croix n'ont pas été tracés sur les maisons, mais toutes les activités de construction tout le long du lac Tanganyika ont cessé. Selon l'environnementaliste Mamer Sabushimike, les lois ne sont pas respectées sur ce littoral à cause des intérêts de certaines hautes autorités du pays. Ces décisions ne sont pas les premières fois à être prises. Je pense notamment depuis 2012, après la promulgation du Code de l'eau, plusieurs décisions venant du ministère de l'Environnement ont été décidées, mais la mise en application n'a jamais été effective. Nous nous posons la question de savoir pourquoi cette mise en application n'est pas du tout effective. C'est parce que ces attributions ont été données à des cadres de l'État, à des cadres de la police, à des cadres de l'armée, à des cadres des institutions de l'État du Burundi. À cela, alors, personne n'ose leur intimer l'ordre de démolir ou de quitter ces endroits. Si ces personnes ne quittent pas ces endroits, il va avoir des conséquences néfastes au niveau environnemental et au niveau social. Et ces conséquences se sont déjà manifestées dernièrement. Ce sont ces inondations qui ont fait que certains hôtels de ces endroits ne fonctionnent plus. Et c'est une perte pour les propriétaires. Quand les inondations montent, il y a ces fosses septiques qui sont détruites. Et les déchets humains provenant des toilettes polluent fortement la biodiversité du lac Tanganyika, particulièrement la pollution des eaux du lac Tanganyika qui sont consommées à 80% par la population de la ville de Bujumbura. L'intervention de Mamer Sabushimike a été recueillie par Bertrand Gendakuriyo de la radio Inzamba. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société qui était centré sur le non-respect de la loi lors des constructions des maisons aux alentours du lac Tanganyika. À la présentation de ce mini-magazine, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Eh bien, merci à toi aussi, Émile Nibasumba, pour ce mini-magazine Au cœur de la société. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à Alice Kabela, ingénieur de Mwemero, pour les collaborations techniques. On est aimé de Chimagiza, j'étais à la présentation de ce magazine. Excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.